Salut, bienvenue dans ce cours de chimie organique. Cette vidéo, nous allons parler d'un des chapitres clés de la chimie organique justement. Ça s'appelle les effets électroniques. Alors, nous allons parler dans un premier temps de l'électronégativité, puis nous allons parler des effets inductifs et des effets mésomères. Alors maintenant, c'est quoi l'électronégativité concrètement? Eh bien, l'électronégativité, c'est une grandeur, un nombre qui détermine la capacité d'un noyau d'atomes à attirer les électrons d'autres atomes autour de lui. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'est que l'électronégativité, on va voir que dans un tableau périodique, plus on va en haut et à droite, par exemple le fluor qui est tout en haut et à droite, plus l'électronégativité de l'atome va être grande. L'hydrogène dans le tableau périodique se trouve à gauche, son électronégativité va être inférieure à celle du fluor qui possède une électronégativité d'environ 4, puisque le fluor se trouve tout à droite et tout en haut du tableau périodique. Et d'ailleurs le fluor est l'élément le plus électronégatif de tous les atomes. Maintenant vous allez me dire, d'accord, mais il y a l'hélium. Alors l'hélium fait partie des gaz rares. Et les gaz rares, on leur attribue pas d'électronégativité. Alors en fait, si on parle d'électronégativité des atomes, c'est avant tout pour voir leurs effets sur la molécule, sur l'ensemble des atomes des molécules. Il y a une règle que vous connaissez sûrement déjà, c'est la règle de l'octet. La règle de l'octet consiste à ce que les atomes dans la nature aillent piquer suffisamment d'électrons pour remplir leur couche de valence afin d'être suffisamment stables. Cette règle de l'octet va conduire à plusieurs types de liaisons, des liaisons chimiques. Et l'électronégativité va faire varier deux liaisons chimiques. Premièrement, les liaisons ioniques entre deux ions et deuxièmement, les liaisons covalentes. Ici, nous allons plus nous intéresser aux liaisons covalentes. Concernant les liaisons covalentes, il existe liaisons simples, doubles, triples. Les liaisons simples, eux, ils sont composées d'une liaison sigma. C'est une liaison assez stable. Les liaisons doubles sont composées d'une liaison sigma, puis d'une liaison pi. Une liaison triple va posséder deux liaisons pi et une liaison sigma. Nous allons passer à la deuxième partie de ce cours. Nous allons parler des effets inductifs. Les effets inductifs n'agissent que sur les liaisons sigma, c'est-à-dire pas forcément que des liaisons simples, puisque nous avons vu précédemment que les liaisons doubles ou les liaisons multiples, enfin les liaisons triples, peuvent aussi posséder des liaisons sigma. Alors, les effets inductifs, ils varient en fonction de l'électronégativité des atomes. Ce qui se passe, c'est que lors d'une liaison covalente, plus la différence d'électronégativité va être grande, plus la liaison sera polarisée, c'est-à-dire que plus un atome aura de capacité à attirer les électrons de l'atome voisin. Et une liaison entre le carbone et le carbone ne sera pas polarisée, et une liaison entre le carbone et l'hydrogène non plus, puisque l'hydrogène et le carbone possèdent une électronégativité similaire. Tandis que le fluor va avoir une électronégativité nettement supérieure au carbone, donc une liaison entre le carbone et le fluor sera nettement polarisée. Vous voyez que les électrons sont plus proches du fluor que du carbone. Je prends toujours l'exemple du fluor parce que vous pouvez être sûr que c'est l'élément le plus électronégatif de la molécule. Voilà, la différence d'électronégativité entre le fluor et le carbone est d'environ 1,5. Alors, les valeurs précises ne sont pas à retenir. Retenez que le fluor a une électronégativité d'environ 4 et le carbone a une électronégativité d'environ 2,5. Lorsque une liaison est polarisée, on va rajouter un petit signe sur les atomes pour montrer que la liaison a été polarisée justement. Alors, ça va être une espèce de delta moins et un delta plus pour le carbone. La liaison est plus chargée moins du côté du fluor, tandis que le carbone sera un peu plus chargé positivement. Alors maintenant concrètement, c'est quoi un effet inductif? Eh bien c'est l'effet de l'électronégativité sur l'ensemble de la molécule. C'est-à-dire que par exemple ici le fluor va polariser la liaison entre ce carbone et le fluor. Donc pour cela nous allons mettre, au lieu de mettre deux points ici, nous allons mettre une flèche qui montre que les électrons vont dans la direction du fluor. Et les effets inductifs possèdent trois propriétés. Premièrement, l'effet d'additivité, c'est-à-dire que si on remplace ce carbone ici par un fluor et ce carbone aussi par un autre fluor, et bien ce qui va se passer c'est que l'effet inductif de ce fluor va se répéter une fois, deux fois, trois fois. C'est l'effet d'additivité. Alors la deuxième propriété des effets inductifs, c'est la transmission. Ce fluor va attirer les électrons de ce carbone. Ok, du coup,
ce carbone aura une lacune en électrons. Pour combler cette lacune, elle va attirer les électrons des autres atomes aux alentours. Et donc ce carbone va aussi se retrouver avec ces électrons qui se font attirer par le fluor grâce à l'effet inductif du fluor. Et ce carbone aussi, puisqu'ils sont à la même distance de ce carbone, et aussi ce carbone. Mais vous devinez que forcément, cette liaison ne sera pas aussi polarisée de la même façon que cette liaison. Et ces liaisons-là, enfin ces trois autres liaisons ne seront pas polarisées de la même intensité que cette liaison aussi. Et ça s'appelle l'effet de décroissance ou d'atténuation. Alors, on a vu que la différence d'électronégativité va permettre à une liaison de se polariser dans un sens ou dans l'autre. On va parler maintenant des groupes attracteurs et des groupes donneurs. En effet inductif, il existe des effets inductifs donneurs, c'est-à-dire souvent ce seront des alkyles qui vont céder un peu leur électron, tandis qu'il y aura des groupements attracteurs, des effets inductifs attracteurs, des groupes qui vont attirer les électrons voisins. Ce seront souvent des hétéroatomes comme l'azote, l'oxygène, le fluor, qui vont attirer les électrons des alkyles. Et souvent, les effets inductifs donneurs vont avoir tendance à stabiliser les carbocations et les effets inductifs attracteurs vont avoir tendance à déstabiliser les carbocations puisqu'ils ont déjà pas beaucoup d'électrons, on va encore leur en prendre, donc ce sera pas du tout stable. Alors maintenant que nous avons parlé des effets inductifs, nous allons parler des effets mésomères. Dans plusieurs molécules, il est impossible de représenter le déplacement des électrons au sein de la molécule en une seule écriture. Il faut donc plusieurs représentations pour pouvoir bien localiser les électrons. Alors maintenant, ces déplacements d'électrons, ils vont être expliqués grâce à l'effet mésomère. L'effet mésomère, ça représente le déplacement des électrons au sein d'une molécule. Parce que les électrons ne restent pas en place, ils vont bouger dans toute la structure de la molécule. Donc, on va représenter ces molécules par des structures limites. C'est-à-dire, on va représenter les déplacements des électrons à un moment t de la molécule. C'est quoi les effets mésomères? Eh bien, les effets mésomères, c'est la délocalisation de ces électrons à travers des liaisons sigma ou des doublés non liants. Les conditions pour avoir un effet mésomère sont donc avoir un système conjugué, c'est-à-dire un système parmi lesquels on va avoir des liaisons pi entre lesquelles on va avoir des liaisons sigma ou des doublés non liants et des liaisons sigma puis des liaisons pi. Je vous liste ici les différents systèmes conjugués. Vous les retrouverez dans votre cours. Ils sont à apprendre et à comprendre surtout pour le concours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus une molécule aura de structure limite ou de forme limite, plus elle pourra avoir une structure stable. Et concernant la stabilité, je vais maintenant vous donner quelques astuces pour reconnaître la molécule la plus stable. Alors maintenant, nous allons comparer ces deux formes limites. Nous allons essayer de trouver laquelle est la plus stable. Alors déjà, pour vérifier si ce sont les mêmes molécules ou pas, on vérifie la charge. Ici, on peut voir qu'il y a une charge moins sur l'atome d'oxygène et ici, il y aura un moins sur l'atome de carbone. Donc, les deux molécules possèdent une charge négative, donc ce sont les mêmes molécules. Bon, il y a aussi les mêmes atomes et les mêmes systèmes de conjugaison, donc voilà. Alors, la première règle va être de choisir la molécule avec le moins de charge possible. C'est-à-dire que, bon, ici, on n'a pas trop le choix, puisqu'ils possèdent tous les deux une charge moins. La molécule avec sa charge moins sur l'atome le plus électronégatif va être plus stable aussi. Donc ici, la charge moins se trouve sur l'oxygène, donc des deux, ça va être le plus stable. La dernière règle à respecter, c'est la règle de l'octet. C'est drôle dit comme ça, mais vous pouvez retrouver le jour du concours des atomes, des molécules, où vous pouvez par exemple trouver un carbone avec 5 liaisons, un oxygène avec 4 liaisons. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible et c'est une règle à prendre en compte pour ne pas se tromper le jour du concours. Alors, de la même façon que pour les effets inductifs, les effets mésomères vont varier en fonction de l'électronégativité des atomes qui composent la molécule. Vous savez que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc l'oxygène va faire varier le déplacement des électrons pour que les électrons se déplacent vers l'oxygène. Et donc la structure la plus stable entre ces deux-là va être celle-ci, puisque c'est l'oxygène qui possède la charge moins. Et encore une fois, pareil que les effets inductifs, les effets mésomères vont posséder des groupements attracteurs et des groupements donneurs. Les groupements attracteurs, ce seront des hétéroatomes avec des liaisons multiples, des liaisons doubles, des liaisons triples, et ils auront tendance à déstabiliser les carbocations. Pourquoi? Puisque le carbocation a déjà une lacune en électrons, il lui manque des électrons, et le groupement attracteur va lui prendre encore ces électrons, le carbocation ce sera moins stable. Tandis que les groupements mésomères donneurs vont donner des électrons
ce seront des hétéroatomes, surtout avec des doublés non ions. Ils vont donner leurs électrons, ils vont permettre aux carbocations de se stabiliser. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est lequel est le plus fort entre les effets inductifs et les effets mésomères? Puisque les effets inductifs vont agir sur les liaisons sigma et les effets mésomères sur les liaisons doubles, enfin les liaisons pi. Sauf que dans une liaison double, il y a à la fois une liaison pi et une liaison sigma. Et bien la règle, c'est que les effets mésomères dominent sur les effets inductifs. C'est-à-dire que peu importe si vous ayez un effet inductif dans une liaison double ou pas, l'effet mésomère va dominer, va être prioritaire sur l'effet inductif. Par exemple, le fluor a un effet inductif attracteur, mais il a aussi un effet mésomère donneur, puisque le fluor possède plusieurs doublés non liants. Donc, l'effet mésomère du fluor va dominer sur son effet inductif. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo de Minute Passes. À une prochaine pour une autre vidéo.